Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité dans votre émission Café Mort, les lundis à 21h. L'occasion de découvrir ceux qui font la France, ceux qui influencent, ceux qui créent de la richesse, des énergies positives, bref, des visages qu'on ne voit pas tout le temps. Et depuis longtemps, j'ai proposé à Gamal à bien devenir, mais bon, il est très pris, il court par mots et par veaux. Donc ce soir, il est parmi nous. Gamal, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci d'être venu, parce que ça fait longtemps que je te dis que le plateau t'est ouvert, mais je sais pas si tu pensais que c'était une blague ou tu voulais pas venir. Ou... Non, c'est vraiment, on se croise toujours, on n'a jamais le temps de se parler, c'est compliqué à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir de te voir, il n'y a pas de problème. Alors Gamal, dis-moi, qui est Gamal Abina? C'est quoi? Pourquoi tu t'appelles Gamal? T'es de quelle origine? Tu viens d'où? Parlons un peu de ton histoire. Alors ça, c'est la meilleure question qu'on puisse me poser, et j'aime beaucoup cette question, parce qu'elle me renvoie effectivement à mon origine, qui est algérienne, et surtout elle renvoie à l'histoire. C'est-à-dire que mon père est un grand militant, très connu sur la place parisienne, et il a fait la guerre de libération. Il a vu son père, mon grand-père, donc mourir sous les balles de la France. Il a lui-même été torturé par l'équipe qui était en charge d'Alger, l'équipe Le Pen, on s'entend bien. Il a connu la torture avec son frère, il était bombardé au napalm. C'est quelqu'un qui a vraiment subi dans sa chair et dans notre famille, parce qu'il y a 30% de morts, la colonisation française et qui s'est battu pour la libération. On est d'Igel à l'origine. Et donc l'Est a beaucoup été... T'es mon voisin, tu sais. Absolument, oui. À 45 minutes. À 45 minutes, et c'est les plus belles côtes algériennes, il n'y a même pas à discuter là-dessus, je crois. Et ce qui se passe, c'est qu'il a connu tout ça, et il a connu surtout le soutien de la Voix des Arabes, comme on l'appelait à l'époque, la radio, et le soutien de Nasser, Gamal Abdel Nasser, l'Égyptien, qui était panarabiste et qui a effectivement, de façon très, très forte, soutenu l'indépendance de l'Algérie. Il a même payé le prix en 1956 avec la fameuse guerre tripartite de 1956 de Suez, du canal de Suez. Et donc, à la suite de ça, effectivement, il a eu l'occasion, il a eu la chance de rencontrer Nasser après l'indépendance de l'Algérie, parce qu'il était au palais royal, enfin le palais royal, Mouradia, c'est pas le palais royal, le palais présidentiel, j'ai royal, parce que c'est un lapsus, parce que quand on a un président qui dure quasiment à vie, c'est presque un royaume. Donc il était garde à ce moment-là, et puis il a reçu, ce jour-là, il a reçu, avec tous les Algériens, Nasser, à Alger, je crois que c'est en 62 ou 63, je ne me rappelle plus, et ça lui a fait une très forte impression. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il était panarabiste, et surtout parce qu'il voit la figure de l'homme qui avait soutenu la révolution algérienne. Sans Nasser, il n'y a pas d'indépendance, il faut être très clair. Et à partir de là, son premier fils, qui était moi, j'ai donc hérité du nom de Nasser avec la prononciation particulière égyptienne du dja algérien qui devient ga égyptien. D'où mon fameux Gamal. Ce qui fait qu'à chaque fois que je suis en confrontation avec des Algériens et qui me demandent pourquoi Gamal et une transformant Jamal, ça ne me dérange pas, mais ça a une connotation particulière parce que c'est évidemment le nom du père qui maintenant nous a quittés et qui me l'a donné, et puis surtout c'est l'idée de l'histoire qui nous regarde, c'est pas anodin, et on est vraiment le fruit de la décolonisation et le fruit de cette lutte, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'étais très engagé sur la question de mémoire. Alors oui, c'est aussi, on va parler du parcours, mais c'est vrai que quand même, est-ce que c'est cet héritage ou cette appellation qui t'appelle Gamal, qui donne le nom de quelqu'un, parce que Nasser a laissé une marque indélébile dans l'histoire, comme un homme qui a effectivement combattu la colonisation, qui a soutenu les pays, qui a créé les non-alignés, la nouvelle voie, enfin, c'est quand même un... Nasser, j'allais dire Gamal, c'est Nasser, c'est quand même un monument. Est-ce que c'est ce lien que ton père t'a donné qui t'a... jeté dans le bain du militantisme ou dans cette hargne à toujours vouloir défendre, à toujours vouloir comprendre, révolutionnaire permanent? Oui, il y a beaucoup de ça, parce que moi, évidemment, quand je suis qui était Gamal Abdel Nasser, il faut savoir une chose pour la petite histoire, c'est très intéressant. Bon, on est en France, c'est pas anodin, il se passe beaucoup de choses particulières en France par rapport à ces questions de colonisation et de décolonisation. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu mon nom en 68, un an après la guerre des 6 jours. Donc la France, évidemment, n'est pas neutre dans cette guerre, même si elle prétend prendre du recul par De Gaulle. Mais c'est pas vrai, ils sont engagés aussi, ils envoient des avions, bref. Et à ce moment-là, mon père me donne le nom de Nasser. Donc à l'époque, il faut savoir que Nasser, on l'appelait, dans la propagande occidentale, le nouvel Hitler du Moyen-Orient. Avec des discours qui étaient un petit peu véhéments, et il faisait des comparaisons qui étaient vraiment malsaines. Et à partir de là, mon père me donne ce nom, et les autorités françaises s'y opposent radicalement. Ils refusent absolument à bec et ongles, ils se battent jusqu'au bout pour que je n'ai pas ce nom. Il a fallu 11 ans de procédure en justice, en 79, pour que je finisse par avoir mon nom définitif qui est Gamal. Ils m'ont mis un nom européen à l'école, une façon un peu de nous provoquer, et à chaque rentrée scolaire, ma mère et mon père venaient pour dire au prof, il ne répond qu'à un seul nom, c'est Gamal.
Donc c'était une bataille qui a duré 11 ans en justice, on est passé en première instance, on est passé en appel, et c'est en appel qu'on a obtenu gain de cause. C'est dire un peu à quel point, et à ce moment-là Nasser est mort depuis longtemps évidemment, à quel point la question du Moyen-Orient, de l'Algérie, de la décolonisation m'a été vraiment, j'allais dire, ça m'a impacté immédiatement. Et puis quand j'ai connu, évidemment par la suite, le personnage de Nasser, quand j'ai connu Kadhafi, quand j'ai connu le mouvement de la lignée, Bandung, toutes ces grandes rencontres, tout cet espoir du Sud, ça m'a donné envie de m'engager. Et j'ai commencé mon engagement sur la question au départ militant de quartier, puis après de la mémoire, et puis par la suite évidemment l'engagement qu'on connaît aujourd'hui. Alors moi, on va parler maintenant de l'association Amal, vous allez dire qu'est-ce que ça veut dire, parce que je connais ce parcours, moi, et juste saluer la mémoire de ton père, parce que se battre pendant 11 ans pour imposer un nom, je pense que d'autres auraient baissé les bras, parce qu'ils auraient dit, bon, on va l'appeler Mohamed ou on va l'appeler Salah Plaza. Mais insister pour vraiment que tu portes ce nom, c'est beau comme symbole, non? Bah, mon père, il y a une chose particulière, paix à son âme, qui le caractérisait, c'était un combattant jusqu'au bout. Jusqu'à son cancer, il s'est battu 5 ans, il est resté debout, il n'a jamais abdiqué, jamais. Jusqu'au dernier jour, on lui a dit, il faut manger, il a mangé jusqu'au dernier jour. C'est dire à quel point il se battait. C'est un cancer qui était d'ailleurs déclenché par l'histoire malheureusement coloniale, puisque mon père, après la guerre, en 63, il est confronté à la guerre des sables imposée par Hassan II. Je dis bien Hassan II et non pas le peuple marocain, parce que c'est bien un homme qui fait la guerre et pas un peuple. Et donc, il va dans le sud, à Tindouf, pour défendre le territoire algérien, comme il se doit, puisqu'on s'est quand même battu contre le colon pour récupérer notre territoire. On n'allait pas le laisser à un nouveau colon. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il refuse de tirer sur les Marocains, il tire dans le sable. Donc les choses sont très claires, il ne tue pas un frère. Il a dit on ne s'est pas battu pour libérer notre pays, pour aller tuer un frère du Maroc, et je suis catégorique là-dessus. Les Marocains sont nos frères, on en discute même pas, on a vu d'ailleurs, avec l'occasion de cette fameuse Coupe d'Afrique, la cohésion extraordinaire et populaire. C'était magnifique. Toutes les villes du Maroc ont festoyé comme s'ils avaient gagné eux-mêmes, et ils ont gagné eux-mêmes en vérité, parce qu'on est le même peuple. Et donc à partir de là, il a été confronté malheureusement à Tindouf aux radiations. On n'en a jamais parlé, il faut en parler aujourd'hui. Les radiations laissées par la France, parce qu'ils ont fait 3 essais nucléaires, des bombes atomiques je précise, à ciel ouvert, à Reagan, en 1960, entre 60 et 62. Donc ils ont sali notre désert. Et malheureusement, mon père, comme beaucoup d'Algériens, a été confronté à cette zone irradiée pendant qu'il faisait la guerre des sables. Et 40 ans plus tard, il a été atteint d'une leucémie chronique, donc une maladie qui ne s'explique pas, si ce n'est par ces radiations. Et on s'est rendu compte que dans les hôpitaux parisiens, la majorité des Algériens traités pour leucémie, des malades traités pour leucémie sont algériens. Donc ça, c'est particulier. Il n'y a pas d'enquête, rien n'est dit, c'est toujours sous cap, on n'en parle pas, mais en vérité, c'est une vraie question qui se pose sur la question, encore une fois, de la mémoire. Et il nous a éduqués dans la connaissance de notre histoire, de la fierté de notre patrimoine, de la fierté de notre arabité, de notre africanité, de notre berbérité, de notre musulmanité. Toutes ces dimensions-là sont des strates comme ça qui nous constituent et qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est important d'en parler parce que beaucoup ont tendance à oublier qu'on est africain. Donc il a beaucoup travaillé ces questions-là. Effectivement, quand il a bataillé pour notre nom, c'est quelqu'un qui était un des premiers militants, en arrivant en France, un des premiers militants pour la cause vietnamienne, pour la cause sud-africaine, pour la cause libanaise, quand le Liban fait la guerre civile malheureusement provoquée par l'étranger, et pour la cause palestinienne, ça va de soi, à une époque où le mot Palestine n'existait pas en France. Donc il fait partie de ces militants, il manifestait à 30-40 dans la rue. Aujourd'hui c'est facile de dire vive la Palestine. Il y a 50 ans, c'était pas possible. Et donc il nous a donné ce legs, il a fondé une radio en France qui s'appelait Radio Tiers-Monde, et tout ça, ça a constitué nos personnalités, à mon frère comme à moi, par rapport aux questions anticoloniales, par rapport aux questions de justice sociale, par rapport aux questions de décolonisation des esprits, parce qu'aujourd'hui ces esprits sont colonisés. Toutes ces questions-là ont été largement évoquées par mon père, et nous avons complètement, on a été imprégnés par ça, on a été bercés par ça. Nous, nos portraits à la maison, c'était Nasser d'un côté, c'était Yasser Arafat de l'autre, c'était Ben Bella, c'était des personnages comme ceux-là qu'on avait à la maison. On n'avait pas Michael Jackson ou Stevie Wonder, c'était vraiment des personnages et figures de la Révolution, des figures de la résistance. Et ça nous a vraiment imprégnés pour le coup. Alors moi, je suis surpris parce que je t'ai croisé jeune militant déjà au MIB et dans d'autres réseaux, FSUP, etc. Et puis après, je t'ai redécouvert quand tu as créé Amal. Parle-nous d'Amal, Gamal. Parle-nous d'Amal. Justement, c'est extraordinaire. Alors Amal, ça s'est constitué autour de militants, de plusieurs militants, pas moi tout seul évidemment, des gens qui étaient engagés pour les 50 ans des commémorations du 17 octobre 61. Parce que quelques années auparavant, on allait sur le pont avec toi d'ailleurs, et on voyait que des vieux Chibani, pas de jeunes du tout, quasiment pas de jeunes, on était les plus jeunes, et on se rendait compte que le peu de jeunes qui étaient là, ça faisait pleurer nos vieux, qui disaient « Ah, enfin, vous faites attention à notre histoire, vous vous rappelez de nous ». Et aussi, il y a un problème, comment se fait-il qu'il y ait si peu de jeunes, pourquoi est-ce que cette transmission n'a pas été faite? Et ces militants, il y avait des hommes et des femmes, qui avaient la trentaine, quarantaine comme moi, on a dit il faut trouver un moyen pour toucher le cœur des jeunes et faire en sorte qu'ils viennent en masse. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on s'est... Enfin, on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois avant, mais ça a consacré notre relation d'ailleurs, parce qu'on a constitué Amal de façon informelle. Et on a dit, on va faire association pour la mémoire algérienne, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de transmission de mémoire, et qu'il y a une colère comme ça qui diffuse. Les jeunes comprennent qu'ils
Ils sont en colère vis-à-vis de la France, mais ils ne savent pas pourquoi. Or, si on verbalise les choses, si on donne des éléments d'explication, des raisons pour lesquelles les parents n'ont pas dit pourquoi ils avaient une colère, qu'ils ont transmise de façon un petit peu informelle, on sent qu'il y a une colère, la police, attention, la gendarmerie, c'est pas bon, l'État français, voilà, toutes ces questions-là qui étaient évoquées, nous, notre père nous expliquait. Donc, on était totalement apaisé par rapport à ça, mais eux ne le comprenaient pas. Donc on a fait un petit film, un court-métrage, on a fait des expositions, on a fait tout un tas de choses comme ça pour vulgariser cette connaissance et toucher les cœurs. Il y a eu un petit film de 3 minutes qui a été présenté, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés sur le plateau de Canal Algérie, film qui parlait du 17 octobre 61 pour les 50 ans. On l'a diffusé le film la veille donc du 17 octobre, ça avait été diffusé quelques temps avant dans les réseaux sociaux par tout ce qui est Facebook, YouTube et autres, et ça a été un carton. J'ai été, donc le lendemain, il y a eu 5000 personnes, et j'ai fait un sondage pour voir pourquoi les jeunes étaient là. Ils m'ont dit on a vu le film, on a vu l'émission Canal Algérie, on a trouvé ça touchant. Donc ça veut dire que toucher les gens par d'autres médiums que des affiches très froides, très lénifiantes, ça a fonctionné. Et à partir de là, on a commencé à développer l'idée de dire on va faire des expositions, de la peinture, des courts-métrages, des affiches, des posters. On a fait tout un tas de matériaux de communication pour faire en sorte que les gens viennent de plus en plus, je parle des jeunes, viennent de plus en plus nombreux de ces questions. Est-ce que les anciens militants comme nous, on y va, c'est normal, à la limite, c'est pas une surprise, on est formé à ça. Mais eux ne connaissent pas. Et cette chaîne de transmission doit être rétablie. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, il semble que ça marche, que ça a l'air d'être rétabli. Alors moi, je me souviens aussi d'un super maillot, après on reviendra sur ce maillot-là, mais à la fin, je me souviens d'un super maillot sur le 50e anniversaire de l'indépendance, en 2012, d'un magnifique maillot que vous aviez fait. Absolument. Et ce maillot, je me souviens aussi que tu l'avais offert à Vergès. Absolument. Et tu vas nous dire pourquoi ce symbole. Et tu avais demandé à Vergès, tu as dit, je t'offre un autre maillot et une casquette. Je voudrais, parce que Vergès était l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, Absolument. et tu tenais absolument à ce que Vergès remette à Georges Ibrahim Abdallah, parce qu'il est parti, je crois, le lendemain, lui remettre le maillot à la casquette. Pourquoi, Gamal? Alors déjà, rappeler qui est Georges Ibrahim Abdallah, c'est le plus vieux prisonnier politique de France, et quasiment d'Europe. C'est un homme qui n'a jamais reculé sur la cause palestinienne et libanaise, parce que c'est un Libanais, c'est un chrétien. Et ça rappelle surtout que la Palestine n'est pas une question musulmane, c'est bien une question chrétienne, musulmane et juive. C'est-à-dire que les habitants de Palestine, ces 3 religions et 3 peuples qui tiennent cette religion, ont été impactés par une colonisation anglo-française qui ont amené un autre peuple sur place. Donc c'est la problématique qui se pose, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de légitimité de présence juive, au contraire, je la défends. Je la défends en tant que juif oriental, en tant qu'arabe oriental, parce que les juifs sont arabes aussi, et en tant qu'arabe, chrétien, musulman et juif. C'est ça que je défends en Palestine. C'est-à-dire que ces présences-là, non seulement il faut les défendre, mais il faut la pérenniser. En revanche, l'idée de se dire on va nettoyer un État pour en mettre un autre qui est occidentalisé, je veux dire, c'est quasiment Tel Aviv, c'est New York. Là, il y a un problème. Et ce qui s'est passé, c'est que Georges Ibrahim Abdallah, lui, il paye, parce qu'il est sous le contrôle de l'État, il n'y a aucune règle qui est respectée. Je veux dire, les 22 ans de sûreté sont passés depuis longtemps, ils le maintiennent en prison. Et juste parce qu'il refuse de demander pardon, ou de s'expliquer, ou de faire un mandat honorable, ou de dire je réfute ma cause. Non, lui, il tient. Et comme Vergès, qui est un grand personnage de la révolution algérienne, puisqu'il était l'avocat du FLN, de Jamila Bouhellet particulièrement. Son épouse, avec qui il a 2 enfants en plus. Absolument, mais quelle histoire. Et aujourd'hui, Hirak, à 84 ans, Hirak, moi je dis chapeau, respect absolu, c'est la femme que je respecte le plus en Algérie. Et quand lui fait et cause pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est un anticolonialiste qui parle. Et je lui donne ce fameux t-shirt des 50 ans d'Algérie parce que nous savons très bien, on a vu qu'en Palestine, par exemple, à la victoire algérienne, c'était l'explosion de joie à Gaza, à Ramallah, partout. Parce que l'Algérie a un rapport particulier avec la question palestinienne. C'est une question coloniale qu'ils ont parfaitement identifiée. C'est pas une question religieuse ou une question juive, c'est pas vrai, c'est une question coloniale. Et dans l'injustice que subit le peuple palestinien en son ensemble, chrétiens, juifs et musulmans, les Arabes, les Algériens en particulier, je dis les Arabes, les Algériens, je m'étise, ont pris fait et cause pour le peuple palestinien et ils l'ont toujours fait. Donc cette espèce de lien comme ça incroyable qui est entre ces deux peuples, moi me touche. Et quand je vois que Georges Ibrahim Abdallah est défendu par Jacques Vergès, je lui demande effectivement humblement, et c'est à l'occasion d'une soirée que tu avais organisée d'ailleurs, je lui demande de remettre ce fameux symbole des 50 ans de l'Algérie indépendante. C'est un message très fort. Il lui a remis le lendemain en prison. Mais nous, franchement, quand on a passé une soirée avec Jacques Vergès, c'était extraordinaire. C'est vraiment des moments dans la vie, il n'y en a pas 10. Je suis vraiment impressionné par un politique ou par qui que ce soit. Mais là, vraiment, quand on voit le personnage, quand on voit la puissance intellectuelle, quand on voit l'enchaînement d'esprit, il a anticipé ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Ce soir-là, il a expliqué que la bête, on y parle des États-Unis, montre des signes de violence parce que c'est les mouvements de soubresaut d'une bête qui est en train d'agoniser. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un repli américain. Et ça nous a marqué.
C'est marrant parce que toi, en réalité, quand tu dis effectivement personne ne remet en cause l'État d'Israël ou d'autres, mais ils demandent aussi qu'il y ait un État palestinien. Je pense que le but, c'est pas de détester les autres ou d'haïr les autres. Vous, de votre travail de mémoire, c'est justement de faire en sorte qu'en connaissant son histoire, on se rapproche de l'autre. C'est pacifier la situation. C'est que si on sait qui parle à qui, les Israéliens, pour parler que d'eux, ils ont un problème, c'est qu'on leur a vendu que les Palestiniens étaient des monstres. Et ils ont une peur qui est une peur qui s'explique sur un plan psychologique. Ils ont été massacrés en Europe dans des proportions inimaginables. Je veux dire, traités comme du bétail, tués, gazés, enfin assassinés dans des proportions incroyables. C'est une industrie de la mort qui a été mise en place. Et ils ont cette peur qui est restée en eux. C'est un vrai peuple de paranoïaques, il ne faut pas l'oublier. C'est pas des gens qui ont... Je veux dire, quand on a un traumatisme comme ça, le traumatisme, tout est dit. C'est de la parano qui se développe, c'est des réflexes de peur et de défense violents, d'ailleurs, de violente. On voit bien que cette défense violente, elle s'exerce contre un peuple qui n'a pas les moyens de se défendre. Mais c'est parce qu'ils ont peur. Et au-delà de ça, il y a le soutien occidental qui leur donne le sentiment qu'ils sont invincibles, ce qui est une faute aussi, parce que le soutien ne sera pas éternel. Et puis surtout, ils ne se rendent même pas compte qu'en face d'eux, ils ont finalement des juifs. Quand je dis des juifs, je veux dire quoi? Dans le traitement que les Allemands ont fait subir aux juifs d'Europe, ils ont une tendance, une propension, c'est une sorte de le bourreau qui devient lui-même, enfin la victime qui devient bourreau, à un traitement contre les juifs, contre les Palestiniens plutôt, qui est quand même inique. Mais ça ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas le recul sur eux-mêmes. Et les idéologues qui instrumentalisent ce peuple, c'est un peuple qui est utilisé, il n'y a pas autre chose, savent très bien ce qu'ils font, par contre. Je parle de tous les politiques ils savent très bien ce qu'ils font. C'est un bon business de maintenir une tension, de faire de la guerre, d'augmenter la vente d'armes, tout ça c'est un calcul entre eux. Mais le peuple sera toujours victime, in fine, je veux dire, s'il y a une guerre qui se déclenche. Si les peuples n'arrivent pas à vivre ensemble, ils vont disparaître de fait. Donc l'important, mais que ce soit en Algérie, au Mali, parce que tout à l'heure on va y venir et tout, je pense qu'il y a aujourd'hui un discours à dire, on doit se reconnaître les uns les autres pour vivre ensemble, on doit trouver les solutions, les voies d'un vivre ensemble. Et on doit aussi, mais dans la dignité, dans le respect de la dignité, de l'humain, de l'humanité, non? C'est exactement le sentiment. J'ai même encore plus loin que ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des juifs, pas forcément sionistes d'ailleurs, mais le problème n'est même pas là. Et leur expliquer, vous ne vous rendez même pas compte qu'on a été, nous, en tant qu'arabo-musulmans, et vous, en tant qu'arabo-juifs, parce que je parle de ceux-là, ceux qui sont du proche de nous, je ne parle pas des Ashkénazes, on a été divisés artificiellement. C'est-à-dire que notre pratique religieuse est extrêmement proche, c'est impressionnant à quel point on est proche. Notre pratique culinaire est la même, nos pratiques vestimentaires sont les mêmes, notre façon de définir Dieu est la même. C'est incroyable. À tout point de vue, on a vraiment une communauté de destin qu'on a toujours vu d'ailleurs avec l'Andalousie, puis partout, après, on est en Algérie, qu'on a vu toute cette multiplication comme ça de destins croisés qui font que. Et aujourd'hui, ils ont réussi à être instrumentalisés pour faire croire qu'on était leur ennemi, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il suffirait que ce qu'on appelle Israël aujourd'hui accepte l'idée de se dire bon, on arrête, on est riche. En face, ils sont pauvres. Il y a une possibilité de travailler en parfaite intelligence avec tout le peuple du Moyen-Orient en faisant les concessions obligatoires pour que les Palestiniens vivent dignement. Et on parle de dignité, en l'occurrence, ce que tu as évoqué. À ce moment-là, ça peut fonctionner parce que la guerre ne mène qu'à la catastrophe, au cas où on l'a vu en Europe. À chaque fois qu'il y a quelque part... Il y a beaucoup de voix en Israël qui le disent, ça. Bien évidemment, mais elles ne sont pas entendues. Parce que les militaristes, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ne sont pas intéressés par la paix. Ils ont besoin de faire du business, on vend des armes. C'est comme l'Arabie, 380 milliards de contrats d'armement avec les États-Unis. Si on n'entretient pas une tension entre l'Arabie et l'Iran, les ventes d'armement ne se justifient plus. Donc tout ça, c'est une façon de faire du business. Malheureusement, ça soutient l'économie. Et parallèlement à ça, les peuples sont toujours sur le carreau. Parce qu'à la fin, s'il y a une guerre qui se déclenche, c'est le peuple qui meurt, c'est pas les dirigeants. Bien sûr. Alors, donc là, sur le travail que tu as fait, Gaga, tout ça, il y a un sujet, là, je te vois aussi, la Sossama, elle a fait de très beaux maillots, 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Ouais. Un superbe maillot. Alors pourquoi ce maillot, Gamel, et tu souhaitais le porter ce soir? C'est quoi le clin d'œil, le signe? Et peut-être après qu'on parlera un peu de ce qui s'est passé, des événements, de toute cette manipulation qu'on a entendue et que personne ne dit rien, et où les gens se flagellent ou se mea culpa, alors qu'en réalité, c'est de l'instrumentalisation. Alors déjà, pour commencer, depuis le Hirak, j'ai vu une quantité assez faramineuse de retournements de veste de gens qui étaient soit des fachos, algériens, hein, très clair, ou soit des gens qui se rendent bien compte que c'est pas un peuple d'incapables ou de ratés. C'est le sentiment, parce que l'autocritique, on est spécialiste. Moi, je le fais pas, mais en règle générale, les gens ils se tapent dessus tout le temps, on est nul, on est social. On se flagelle, voilà. Culpa. Horrible, horrible. Voilà. Alors qu'en vérité, c'est un peuple qui a, quand même, on parle d'un peuple qui avait 16% de gens qui savaient lire et écrire, qui est arrivé à un niveau extraordinaire, même si on pouvait être mieux, évidemment, mais on n'est pas arrivé à la crête, on est en Afrique quand même. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pourquoi ce maillot? Parce que j'aurais pas porté normalement, en règle générale, c'est plutôt la chemise, mais là, il se trouve qu'il y a cette fameuse victoire extraordinaire, et quelle équipe, et quelle leçon, et quelle rappel aux autorités algériennes qui nous ont tourné dos trop longtemps, que la diaspora, et je parle de diaspora, il y en a qui n'aiment pas ce terme, moi j'utilise à dessein, la diaspora, ça veut dire que c'est disséminé à travers le monde, en France en majorité, mais dans le monde.
Il y a de l'excellence, et quelle excellence! On a vu dans le foot, mais pas seulement dans le foot, dans tous les domaines, il y a de l'excellence. Cette combinaison de facteurs entre la diaspora et les Algériens de l'intérieur, c'est explosif, dans le sens positif du terme. Et ce que je voulais rappeler, c'est que nous, par exemple, on a fait un travail sur la mémoire, on a fait un travail sur la mobilisation de la mémoire, des jeunes, on essaie de reconstituer du lien entre les Algériens d'ici et de là-bas, on fait une vraie volonté. Moi, je fais beaucoup de promotion sur les produits algériens en France. Je travaille avec beaucoup d'importateurs qui font ce travail-là. Et je dis, il faut soutenir votre pays bec et ongle. C'est pas une question de pouvoir ou une question de séparer-nous. La problématique, c'est est-ce que vous voulez que l'Algérie soit une grande nation ou pas, comme elle l'a été en 70? Elle a commencé à devenir, je veux dire. Aujourd'hui, on peut le faire. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'au-delà même de la victoire algérienne qui était vraiment magistrale, une défense extraordinaire, ils n'ont pris qu'un but en 7 matchs, il ne faut pas l'oublier. On était 68e, on était relégués vraiment au clan des dernières équipes d'Afrique. On arrive numéro 1, on a un Belmadi qui est extraordinaire. On a une posture politique qui dit on est pro-Hirak, on est pour le peuple, on fait ça pour le peuple et ils sont battus pour le peuple, clairement. On voit bien que c'est une armée, quand on les appelle, les Anglais les appellent les Desert Warriors, les guerriers du désert. Tout est dit dans ce qu'on a vu là. Et en plus la classe. On a récupéré Rais Mboli, le président Mboli pour le coup, alors que certains l'avaient écarté de façon inadmissible, alors que c'est un très très bon joueur. La question de la couleur n'existe pas en Algérie. Il n'y a pas d'arabe blanc ou d'arabe ou d'algérien blanc ou noir. Toutes les couleurs, il n'y a pas de race arabe. Moi je dis arabe dans le terme générique pour dire tout le monde arabo-musulman. Et le problème c'est que ces derniers temps, on a eu des dérives racistes. On découvre que le Front National aime les Noirs, aime les Africains, aime les Sénégalais ou les Nigérians. On découvre ça aujourd'hui. Ils nous détestent tellement en tant qu'Algériens, ils ont une détestation tellement puissante qu'ils ont fini par revenir sur leurs fondamentaux de haine anti-algérienne à partir du moment où l'Algérie commence à montrer les signes de dignité. On a vu des manifestations, évidemment il y a des dérapages une fois de temps à autre, ça arrive comme toute manifestation. En 98 en France, il y a eu des morts, je rappelle, c'est pas seulement des dérapages ou des vitres pétées. Mais il n'en demeure pas moins que ces manifestations des bon enfants, c'est des parents, c'est des enfants, c'est des vieilles dames, c'est des femmes, c'est ça qui est une manifestation, c'est pas des casseurs, contrairement à ce qui est dit. Et le Front National nous montre du doigt, pourquoi? Pour des fake news, et je parle bien du terme fake news. La première des fake news, ça a été la malheureuse Algérienne avec sa fille tuée, elle était algérienne, on l'a oublié, qui festoyait pour la victoire algérienne et qui était renversée par un type qui n'était même pas algérien, marocain, qui rentrait du travail par accident. C'est ça qui est établi. Immédiatement, l'extrême droite s'empare de la chose pour dire attention, ils sont dangereux. Ouais, les supporters algériens ont tué une femme, tout ça et tout. Donc on voit bien quand même, alors quelle que soit l'origine de la personne, on voit bien que c'est un accident malheureux, dramatique. On peut penser à cette femme et sa famille qui est meurtrie parce qu'elle voulait faire la fête, mais ça n'a rien à voir avec les supporters algériens. C'est un accident. Élément. Et on dit les supporters. Ça, c'est d'ailleurs, j'ai lu un truc ce matin à vomir. Quand on dit les supporters, terme générique pour désigner tout le monde, ça s'appelle du racisme. Exact. Que ça vienne d'extrême droite, je l'accepte volontiers. Sauf qu'un monsieur Éric Ciotti ce matin, ou hier, il y a 21h, c'est hier donc, s'est autorisé immédiatement dans la haine qu'il a développée pour les Algériens, encore une fois. On sait où il est, à Nice, beaucoup de rapatriés, discours à destination politique, mais il n'est pas d'extrême droite, monsieur Ciotti, jusqu'à nouvel ordre. Il a dit quoi? Il a commencé à, une fois de plus, condamner les Algériens et les supporters algériens, donc terme générique, nous tous donc, pour dire quoi? Qu'on aurait tué un frère. Un frère, je parle de continent parce que je ne fais pas de distinction entre le noir, le blanc ou l'arabe, je n'ai aucune distinction pour moi. Nous sommes africains et je revendique cette africanité et on doit la revendiquer. Et c'est un frère non seulement de continental, c'est un frère de terre, c'est un frère de destin parce qu'on était colonisés de la même façon, mais surtout un frère en religion. Donc à tout point de vue, ce malheureux, paix à son âme, et j'espère pour sa famille qu'ils vont affronter ce deuil de la façon la moins pénible possible, mais à tout point de vue, ce frère qui a été tué par un déséquilibre mental, qui n'était même pas algérien mais turc, a été désigné immédiatement comme étant soi-disant un crime raciste, anti-noir. C'est possible qu'il ait des propos racistes, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se dit actuellement. C'est possible, ça je ne l'écarte pas parce que malheureusement, le peuple... Il y en a. Voilà, il y en a, et puis les Noirs, ils subissent un racisme mondial qui est absolument intolérable. Oui, et puis il y a des racistes partout, dans toutes les religions. Il y a des Noirs qui sont racistes, il y a des Algériens qui sont racistes, il y a des Marocains, mais c'est des gens isolés, ça n'a rien à voir avec le... C'est pas le peuple. Faut pas généraliser. Les Algériens, les supporters, sous-entendu, l'Algérie en entier est raciste. Alors d'abord, pour commencer, quand on est ignorant comme M. Ciotti, et il mériterait des poursuites pour ça, et j'espère qu'on pourra le poursuivre, on doit d'abord savoir que l'Algérie n'est pas blanche, je le répète à nouveau, que nous avons à peu près 20% de la population noire, pas blanche, noire, des vrais noirs, ceux qui sont Sahara, les Touaregs sont des... Et ils sont algériens. Ils sont mixtes d'ailleurs, ils sont mixtés, métis, noirs, blancs, il y a tout. Ce qui est normal. Ensuite, moi j'encourage vivement, pour qu'on sorte de cette logique-là, de rappeler qu'il faut non seulement une mixité sociale en Algérie, mais une mixité entre guillemets ethnique, je mets guillemets parce qu'il n'y a pas d'ethnie, mais bon. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a des blonds aux yeux bleus dans le nord, et ils sont pas à foison non plus, qu'on n'a pas de bruns aux yeux sombres dans le sud, qui sont pas algériens, ça je l'accepte pas. Et quand Ciotti commence à dire ils attaquent les noirs, ça me rappelle l'histoire du Soudan quand il disait que le nord-Soudan c'était arabe et le sud c'était noir, chrétien. Puis après ils ont aussi au Mali sur les supporters, aussi. En Mauritanie pardon. En disant le nord de la Mauritanie soutient les arabes et le sud soutiendrait le Sénégal. Enfin, ce qui veut rien dire, c'est politique ou pas? Et le Soudan, je suis désolé, Soudan, le pays des Soudans, c'est le pays des noirs, il n'y a pas d'arabe dans le Soudan. S'il parle d'ethnie, on parle pas d'arabe. En plus nous au Maghreb, il n'y a pas d'arabe.
d'Arabes en vrai, il n'y a que des Berbères. Oui, en plus, on n'a rien à voir avec les Arabes historiquement. On parle de nations pour les Falco, mais en vérité, on n'a rien à voir avec eux. C'est des Amazirs, tout. Il y a bien une minorité arabe, mais cette minorité d'une bourgeoisie, une élite arabe qu'on connaît très bien, qui est identifiée. Et la majorité normalement étant berbère, puisque l'Afrique du Nord est berbère. Mais ce qui se passe, qui est grave, c'est quand on essaie d'essentialiser, de dire ces Algériens, donc nous, sont racistes contre les Noirs. Moi, l'extrême droite qui me dit qu'elle aime les Noirs, je rigole. Ensuite, chez nous, il y a des Noirs, ils ont oublié Racine Boli est algérien aussi. Ils ont oublié qu'Mbappé est algérien aussi. Ça fait mal au cœur de dire qu'Mbappé n'est pas seulement congolais. Ça, ils ont oublié ça. Et puis surtout, Camerounais. Camerounais. C'est Boli qui est congolais, tout à fait là. C'est Boli. C'est Rice qui est congolais aussi. Et quoi qu'il en soit. Nous, dans l'équipe d'Algérie, tu as vu, on a un fils de gitan. On a des franco-marocains, enfin des franco-algéro-marocains. On dit Delors. On a tout. Delors, c'est fait rigoler. Moi, je pense à Jacques Delors quand je pense. Ouais, mais on a tout. Tu as vu qu'on a de la mixité. Et c'est magnifique. Et c'est pour ça que quand je vois ça, quand je vois cette mixité et cette entente, cette merveilleuse équipe qui a montré qu'ils pouvaient être bien ensemble et que je vois des propos racistes tenus, ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai toujours dit que l'islamophobie, c'était une plaisanterie, c'est un cache-sexe qui cache la réalité d'un racisme déguisé. En fin de compte, quand on tape sur un musulman, on dit bah, c'est un musulman, c'est la religion qu'on critique. Mais quand on tape sur un arabe, ça tombe sous le coup de la loi. Sauf qu'ils sont tellement haineux et racistes, les gens du Front National et certaines droites, une certaine droite sarkozyste pour le coup, qu'ils ont décidé de dire quoi? Ils ont décidé de dire ah bah finalement, comme l'Algérien s'est ressorti, l'Algérien. Cette fameuse haine de l'Algérien qui dure depuis 50 ans parce que malheureusement, chez eux, la défaite en Algérie, ils n'ont toujours pas accusé. Et il y a 1 million de rapatriés qui sont arrivés en France, ils ont fait des enfants. On voit Ménard, il fait partie de ces enfants, ces ingrats, qui continuent à taper sur l'Algérien parce qu'ils sont incapables de se contenir. Ça tombe sous le coup de la loi, c'est des propos racistes. Malheureusement, j'espère que ça va se faire rapidement. Malheureusement, il va falloir quand même faire un exemple pour dire on arrête le racisme, messieurs, ça va 5 minutes. Vous êtes en train de remettre en question la binationalité. Je vous rappelle qu'elle a été accordée, non pas par gentillesse, mais c'est l'histoire et la guerre d'Algérie qui l'a accordé cette binationalité. C'est bien les accords d'Évian qui ont conduit à cette binationalité, parce qu'ils avaient besoin de nos bras pour reconstruire une France qui était déjà bien impactée et bien détruite après 3 guerres. La Seconde Guerre mondiale, la guerre en Vietnam et ensuite la guerre en Algérie. Donc clairement, la France était en train de souffrir. Et au-delà de ça, parce qu'il y a une réalité qui se pose à nous, et c'est là où je reviens toujours sur la question historique, je veux dire, les accords de 68 ne se négocient pas. Sinon on négocie tout. À ce moment-là, vous nous remboursez ce que vous avez volé en Algérie. Vous remboursez le fer, l'or qui a été pris au pays d'Algérie. Vous remboursez tout ce qui a été pris depuis 132 ans. Si vous voulez négocier là-dessus, vous remboursez tout le travail des Algériens qui n'ont pas été payés alors qu'ils ont travaillé au prix de l'or pour construire ce pays. Vous remboursez beaucoup de choses. Il y a les essais nucléaires en Algérie dans le sud qui ont pollué tout le désert. Il faut le payer, ça aussi, vous allez payer. Si on commence à négocier les accords de 68, on négocie tout. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, et là j'attire l'attention sur le gouvernement algérien, il faut qu'ils voient quand même qu'ils ont la chance d'avoir une population expatriée de 20%, c'est pas rien, qui est très très bien formée, qui a très bien réussi à l'étranger, qui peut, en travaillant avec les Algériens de l'intérieur, faire vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le pays. Et comme les Chinois ont bénéficié de leur diaspora, nous devons bénéficier de notre diaspora. Et moi, ce que je voulais redire, quand tu dis effectivement qu'on doit travailler, qu'on doit bénéficier de cette diaspora, c'est important. On l'a toujours dit, c'est le levier, c'est les synergies entre l'intérieur et l'extérieur qui font qu'on développe le pays, sans forcément renier sur son pays d'accueil ou son pays de toujours, parce qu'on voudrait nous opposer, choisir comme si on pouvait choisir entre le père et la mère, quoi, ou choisir une jambe ou un bras. C'est comme si on voulait nous imputer de quelque chose et qu'on doit choisir. Mais il y a un truc qui moi, m'a choqué beaucoup, c'est cette haine qu'a déferlé quand les Français, les sites français de souche ont instrumentalisé cette affaire terrible, triste de Amadou, lui donc il fait transmettre ses condoléances à sa famille, à sa femme, sa fille, Barry, mais j'ai trouvé que comment les gens se sont engouffrés dans la faille entre d'un côté entre guillemets les Arabes, parce que les gens mettent le terme générique, mais les Algériens, les Maghrébins, enfin tout ensemble, se sont mis à insulter les Noirs et parce qu'ils étaient agressés, et les réseaux noirs qui se sont mis à taper sur les Arabes, et les Français de souche, les fachos, eux tapaient sur les Noirs et les Arabes, et à la fin, le résultat, c'est que tout le monde riait de nous, en disant, regarde, j'ai déjà entendu cette stratégie des fakes, c'est-à-dire, regarde, on leur crée un fake, et ils se tapent sur la gueule, et donc on donne une image déplorable de l'Afrique, alors, comme tu l'as dit, au Caire, avant le match, parce que les gens m'ont dit, mais après le match, si le Sénégal avait gagné, il y aurait peut-être eu des incidents. Avant le match, on ne savait pas qui allait gagner. Il n'y a eu aucun incident. Bien sûr. Supporters algériens sénégalais étaient bras dessus, en train de faire la fête et de chanter. Pendant le match, il n'y a eu aucune insulte. Il n'y a eu aucun cri raciste, puisque les Algériens sont racistes, comme on le dit. Il n'y a eu aucun cri raciste, alors que dans les tribunes européennes, on les entend. Il n'y a eu aucun cri raciste des Algériens. À la fin du match,
J'ai entendu les supporters sénégalais chanter, applaudir l'Algérie quand elle a gagné. J'ai entendu les supporters algériens chanter pour le Sénégal, comme ils l'ont fait par la suite, quand elle a gagné. Donc, comment tu analyses entre ce qui se passe réellement en Afrique et ce qui se passe sur le sol français? Comment tu analyses cette situation de haine qui s'est mise en place, ou que certains instrumentalisent? Parce que bientôt, c'est même certains Arabes et certains Blacks qui vont pouvoir voter Front National avec leur attitude. Oui, bien sûr. Alors, il faut être très clair sur un point. D'abord, pour commencer, j'étais sur les Champs-Élysées. J'ai adoré aller sur les Champs-Élysées parce que j'ai vu les Sénégalais qui venaient en tenue traditionnelle avec le drapeau et qui festoyaient avec les Algériens. Je l'ai vu aussi, oui. Voilà, c'était magnifique. Et c'était pas trois pèlerins, hein. Je parle vraiment de toute une troupe qui félicitait la victoire de l'Algérie. Ça, c'était magnifique parce qu'on l'aurait fait de même. Moi, j'aurais félicité les Sénégalais parce que j'aime beaucoup leur équipe. C'est une très belle équipe, ils ont très bien joué. C'est nos amis. Mais bien sûr, c'est plus que nos amis. C'est l'Afrique, c'est nos frères. On est liés à l'Afrique. Absolument. Absolument. Ensuite, le malheureux qui a été assassiné, Mamadou en l'occurrence. Mamadou, ça veut dire Mohamed, en version Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont peut-être oublié que ça reste un frère, quoi qu'il arrive. Et le problème, c'est qu'il y a une stratégie actuellement qui est écœurante, et c'est là où je parle de lâcheté de certains et de bassesse des autres. Quand un Algérien, un Arabe ou n'importe quel type qui se prend pour un blanc, ce qu'il n'est pas évidemment, va dire à un Noir qu'il n'est pas son frère, il va le racialiser. D'abord, il ne sait même pas qu'il est juste le produit de l'histoire, c'est l'occidental qui lui a mis ça dans la tête, parce qu'au départ, ça n'existait pas, on avait des rois noirs qu'on respectait. L'Abyssinie, le sud de l'Égypte, le nord du Soudan, enfin, c'était des rois extraordinaires, des dynasties qu'on respectait, qu'on allait voir avec des trophées et de l'or. Donc ça, ils oublient que cette idée de racialisation, avant ça, il y avait quand même des empires noirs qui étaient extraordinaires. Quand je dis noir, c'est pour dire la couleur de peau, même si ça ne veut rien dire dans l'absolu, parce qu'en Afrique, on a toutes les gradations de ton. Au-delà de ça, parce qu'ils essaient de nous vendre l'idée selon laquelle les Arabes, ou les Berbères en l'occurrence, auraient créer la traite négrière ou participer à la traite négrière de façon... Les Berbères, c'est non. Hein. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent faire croire. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que les Arabes ou les Berbères auraient fait ça dans l'intention de réduire un peuple noir à l'esclavage parce qu'il est noir. C'est faux. Richard Cœur de Lion a été réduit à l'esclavage, un roi. Quand quelqu'un était esclave, son enfant n'était pas esclave chez les Arabes. Quand quelqu'un perdait une guerre, il était réduit à l'esclavage et il pouvait s'émanciper. Mais dans toutes les tribus, ça, d'Afrique. Hein. Partout. Et ça existait partout parce que c'est un rapport de butin de guerre. Or, l'occidental, c'est le vrai criminel, lui, il a dit non, le noir est noir, donc esclave, de père en fils et de façon éternelle, pendant 400 ans. Cette traite négrière, cet horrible système de commerce, de marchandisation des êtres humains, a été créé par les Occidentaux. Et moi, je trouve que, d'un côté, quand les Arabes jouent les racistes, certains Arabes, évidemment, c'est des crétins. Parce qu'on leur a mis ça dans la tête, l'Occidental leur dit, va être soit raciste, il est devenu par complexe, hein. Parce que, bizarrement, il aime bien, quand il y a un Européen qui rentre dans sa famille, c'est moins problématique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui se pose aussi à nous, c'est que certains courants radicaux noirs africains qui véhiculent cette idée selon laquelle les Arabes auraient fait l'esclavage et seraient donc quasiment les propriétaires de cette idéologie, seraient des initiateurs, oublient lâchement que l'occidental qui a réduit leur peuple et qui a massacré leur peuple, 90% de cargaisons, entre guillemets, jetées à la mer parce qu'ils mouraient dans les conditions infâmes, dans les cales de navires. C'est ça la réalité de l'esclavage. Des millions de morts, c'est ça la réalité de l'esclavage. Les États-Unis ont continué à tuer des Noirs, on les tue comme des lapins, c'est ça la réalité de l'esclavage. Ils oublient d'attaquer ces barbares-là et préfèrent attaquer le menu fretin en leur mettant tous les problèmes dans le dos. Moi, ce que je dis sincèrement, c'est que notre responsabilité, nous, en tant que militants, c'est de dire, non seulement il faut combattre l'idée selon laquelle on ne serait pas africain, on est africain. Moi, j'ai revendiqué mon africanité, j'en suis fier. Et face à l'extrême droite, je fais bloc pour des Africains et pour des Arabes. Je ne discute même pas. Et de l'autre côté, éduquer ces personnes pour leur dire, revoyez un peu mieux votre histoire, parce qu'à mon avis, vous oubliez 400 ans de barbarie occidentale, vous oubliez que le racisme est né en Espagne, en Andalouse, vous oubliez que les premiers esclaves étaient marocains, ça, ils l'oublient aussi. Et ils oublient qu'avant les Marocains, il y avait d'autres esclaves, ces Indiens qui ont été exterminés. Donc toutes ces questions-là, elles sont perdues de vue, malheureusement, parce que c'est une méconnaissance grâce de l'histoire. Et qu'aujourd'hui, il faut redonner des éléments de réponse, des connaissances encore du passé, je parle de mémoire encore une fois, pour qu'on puisse apaiser tout ça. Alors merci Gamel sur ces paroles de fin, sur l'apaisement qui est important. Donc on appelle tout le monde à s'apaiser et surtout à vérifier ces informations. Arrêtez de plonger dans tous les fake news qui veulent diviser. Les gens qui divisent n'ont pas d'intérêt de construire collectif ni pour l'Afrique ni pour l'humanité. Leur seul intérêt, c'est la haine et la rage de l'autre ou le mépris de l'autre. Et donc, il faut sortir de ça, il faut se parler. C'est dans le dialogue qu'on trouve une issue politique. Donc sur ces belles paroles, Gamal, je te remercie d'être venu. Nous, je vous dis bonsoir et je vous dis bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîné encore. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.